Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est regarder cette émission, aimer, partager et commenter. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, le professeur Mohammad Marandi. Le professeur Marandi enseigne à l'université de Téhéran. Professeur Marandi, bienvenue à nouveau sur India and Global Left. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un honneur. Il y a eu des développements importants concernant la Palestine. Mais si nous pouvions commencer par la situation sur le terrain à Gaza en particulier, nous voyons de nouveaux rapports sur cette invasion renouvelée de la ville de Gaza. Les responsables israéliens ont eux-mêmes admis avoir déplacé plus de 400 au moins des habitants de la ville de Gaza vers Al-Mawasi, qu'ils bombardent à leur tour. Pouvez-vous nous parler des horreurs auxquelles nous assistons actuellement au milieu de ce génocide de longue durée qui se déroule depuis plus de 2 mois? Une chose que je pense qu'il faut prendre en compte et souligner, qui est très importante, c'est que pendant les premiers mois, les médias occidentaux ont caché la réalité et ont tenté de répéter des mensonges sur des décapitations et des viols afin de justifier le génocide. Puis au bout d'un certain temps, il est devenu évident qu'ils massacraient des Palestiniens. Mais encore une fois, l'Occident a essayé de faire croire qu'il ne s'agissait pas d'un génocide. Ils ont tenté de créer un débat ou de soutenir qu'il ne s'agissait pas d'un génocide et que les Israéliens menaient simplement une guerre et que ces personnes étaient des victimes malheureuses. Mais cela a continué encore et encore jusqu'à ce que nous assistions réellement à un tournant en Occident, où des images de bébés affamés et de personnes affamées étaient en ligne à la vue de tous. Et cela a provoqué un changement dans l'opinion publique, un changement significatif. Il y a toujours eu un changement. Au cours des 2 dernières années, nous avons vu un basculement où les gens sont devenus favorables à la cause palestinienne. Les gens regardent le régime israélien avec dégoût. Ils le considèrent comme un régime génocidaire et d'apartheid. Mais en Occident, ce changement a été plus tardif, surtout aux États-Unis. Et maintenant, on constate qu'il y a littéralement un consensus. On voit même des organes de l'ONU déclarer ouvertement qu'il s'agit d'un génocide. Rappelez-vous, pendant les premiers mois où les Sud-Africains ont déposé leur plainte auprès de la CIJ disait alors qu'il pourrait éventuellement s'agir d'un génocide. C'était il y a bien plus d'1 an et demi. Et même s'il était évident que la CIJ puis la CPI subissaient une énorme pression, il est clair que des gens partout dans le monde ont vu cela comme un génocide, et de plus en plus au fil du temps. Mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'aujourd'hui, alors que tout le monde considère cela comme un génocide et comme une extermination du peuple palestinien, nous avons tout vu. Nous avons vu des bébés dans des incubateurs être tués lorsque l'on débranche les appareils dans les hôpitaux. Le premier hôpital qui a été bombardé, les médias occidentaux et les agences de renseignement occidentales ont même essayé de mentir et de blâmer les Palestiniens. Mais ensuite, lorsqu'ils ont bombardé hôpital après hôpital, il est devenu évident que ce n'était plus quelque chose que les médias occidentaux pouvaient prétendre ignorer. Nous en sommes arrivés aujourd'hui à un point où l'ONU, où tout le monde, en fait, toute personne censée, affirme qu'il s'agit d'un génocide. Pourtant, nous voyons le secrétaire d'État américain se rendre en Palestine et s'entretenir avec les dirigeants du régime israélien en tant qu'amis proches et en tant que personne apportant un soutien total. Je pense donc qu'il est tout à fait juste de dire que le régime de Washington
est un régime génocidaire. Il est aussi malfaisant que le régime israélien. Il soutient pleinement le génocide et y contribue autant que possible. Et cela, à mon avis, a sa propre importance. Cela a une portée mondiale. Cela contribue à créer un consensus dans l'ensemble du Sud global, non seulement contre le régime israélien, mais aussi contre les États-Unis et l'Occident. Une des raisons de la montée des BRICS, mais plus récemment de l'Organisation de coopération de Shanghai, est le comportement des États-Unis. C'est la brutalité des régimes occidentaux en ce qui concerne la Palestine. Il y a d'autres problèmes également. Leur attitude envers la Chine, la guerre par procuration en Ukraine et l'intimidation que l'on observe à l'égard de l'Inde et du Brésil, entre autres. Et bien sûr, il y a l'épisode plus récent du Qatar, où un allié des États-Unis est véritable proxy. Le Qatar n'est pas un ami du peuple palestinien. Le Qatar fait ce qu'on lui dit. Al Jazeera est autorisé à fonctionner. Il y a de bonnes personnes à Al Jazeera et dans les nombreux médias financés par le Qatar, et il existe de nombreuses institutions religieuses et culturelles qu'il possède dans tous les domaines. Je ne dis pas qu'ils sont tous de mauvaises personnes, loin de là. Mais la politique qui est souvent en strength ni en contraste avec la politique américaine. Ce qu'ils font se fait avec le consentement des Américains. Et nous avons vu que cela a été admis. La raison pour laquelle le Hamas est au Qatar, c'est parce que les Américains le voulaient. La raison pour laquelle le gouvernement qatari les accueille, c'est parce que le régime israélien le voulait. Pourtant, malgré tout cela, et malgré le fait que lors du récent voyage de Trump, nous avons vu comment le régime qatari, les Saoudiens et les Émiratis l'ont traité comme leur roi. Malgré tous les cadeaux et toutes les promesses de donner tout leur argent aux Américains pour reconstruire les États-Unis, qu'ils aient cet argent ou non, c'est encore une autre histoire. Donc, malgré les promesses d'investissement de ces pays soutenus par les Américains, les Qataris, les Saoudiens, les Émiratis, et le cadeau d'un avion à Trump, nous avons vu qu'il a permis aux Israéliens de bombarder le pays. Et puis plus tard, lorsqu'il a dit que cela ne se reproduirait pas, Netanyahou a immédiatement répondu en affirmant que cela se reproduirait chaque fois qu'il le jugerait nécessaire. Et cela place essentiellement toute la région et le monde dans une position où ils estiment que les États-Unis sont totalement peu fiables à tous les niveaux et sur tous les sujets. Cela les rend équivalents au régime israélien, voire subordonnés à celui-ci, et donne l'impression que Trump est subordonné à Netanyahou. Ainsi, la réunion de la Ligue arabe et celle des chefs d'État des pays islamiques, en soi, je ne pense pas qu'elles aient provoqué un bouleversement majeur. La Turquie continuera de coopérer avec Netanyahou en envoyant du pétrole d'Azerbaïdjan. La frontière jordanienne restera ouverte. Les marchandises iront des Émirats et de l'Arabie saoudite vers la Jordanie, puis vers le régime israélien. Et l'Égypte continuera ses activités comme d'habitude. Mais cela contribue à ce mouvement général d'éloignement de l'Occident à travers le monde. Et puis, lorsque l'on regarde les événements à l'intérieur des États-Unis, comme l'assassinat de Charlie Kirk, et peu importe qui l'a commis et qui en est responsable, les questions que ça soulève et les problèmes qui sont apparus concernant sa relation avec les sionistes et les milliardaires sionistes qui financent son organisation, lorsqu'on met tout cela ensemble, je pense que cela affaiblit la position occidentale. Ce n'est donc pas comme s'il y avait un changement soudain et brutal. Il s'agit d'un changement progressif qui se produit depuis 2 ans. Mais je pense que si l'on compare aujourd'hui à il y a 2 ans, nous vivons dans un monde bien plus dangereux, mais aussi très différent, où l'Occident collectif a perdu énormément à tous les niveaux possibles.
Je pense que c'est un point très important. D'un côté, nous n'assistons pas à des changements spectaculaires qui nous permettraient d'espérer que le génocide s'arrêtera du jour au lendemain. D'un autre côté, si l'on considère cela sur le long terme, au cours des 2 dernières années, il y a eu indéniablement un changement massif concernant les récits qui sont devenus dominants. Même des pays comme la France ont soutenu la récente résolution de l'Assemblée générale de l'ONU du 12 septembre en faveur de 2 États. Et je tiens à ajouter que, même si on parle de 2 États, il ne s'agit pas seulement de 2 États, il s'agit en fin de compte de la souveraineté palestinienne. La résolution a condamné la violence des colons israéliens, l'expansion dans la région, etc., etc. Il y a toute une série de choses. Des pays comme l'Inde ont fermement soutenu le consensus général de 142 nations. D'un autre côté, ce que nous voyons, c'est un durcissement de la part de l'administration américaine. Vous avez mentionné Marco Rubio, la visite du secrétaire d'État en Israël, alors qu'il s'efforce de préserver ses liens à la fois avec le Qatar et Israël. Mais il s'est également rendu, de manière notable, sur un site archéologique occupé par des colons, et il l'a inauguré. Les groupes de défense des droits palestiniens et les militants qualifient cela de nouveau chapitre, car cela va légitimer ces territoires qui ont été occupés très récemment et d'où des personnes ont été expulsées de chez elles. Parlons du désespoir au sein de l'administration américaine, où il n'y a même plus de vernis. Je veux dire, le secrétaire d'État Anthony Blinken affirme désormais qu'ils espèrent même plus de négociations avec le Hamas. Et c'est un changement radical d'une certaine manière, car il y a encore une semaine, lorsque Israël n'avait pas encore bombardé le Qatar, l'administration américaine nous mentait probablement à tous. Mais au moins, elle nous mentait à tous en disant qu'une négociation était imminente, du moins compte tenu de l'agitation en Israël, en particulier parmi les familles des otages. Parler de ce culot de l'administration américaine à un moment où le reste du monde semble avoir lentement, du moins progressivement, accepté la réalité sur le terrain. Eh bien, rien que le fait que ce soit le Qatar et qu'il soit complètement subordonné aux États-Unis et qu'il procure tant de richesses aux dirigeants américains. Pendant la Coupe du Monde, on dit que le Qatar a dépensé d'innombrables milliards de dollars. Les entreprises qui construisaient les stades, les hôtels et les métros étaient toutes liées à des personnalités clés aux États-Unis et à certaines en Europe. Donc, l'exploitation du Qatar se fait à plusieurs niveaux. Mais malgré cette obéissance, et malgré le fait que la richesse produite par le gaz au Qatar va littéralement vers l'Occident et y est également investie, ce qui reste qatari, nous avons vu à quel point les États-Unis ne sont pas disposés à le protéger. Les Qataris financent la base aérienne d'Al-Udeid. Ils n'ont pas seulement donné le terrain, mais ils la financent. Ils en couvrent les dépenses. Pourtant, lorsque les Israéliens veulent la bombarder, les Américains se retirent, coopèrent avec eux et les laissent faire. Et ensuite, quand les Américains disent que cela ne se reproduira plus, les Israéliens répondent « Oui, chaque fois que ce sera nécessaire, cela se reproduira. » Qu'est-ce que cela dit des États-Unis? Cela les rend totalement peu fiables. Plus personne ne leur fait confiance. Et cela renforce aussi l'argument du Hezbollah, lorsque les Américains conspirent avec les Saoudiens, les Turcs, leurs supplétifs en Syrie et le régime israélien pour désarmer la résistance au Liban. Maintenant, le Hezbollah répond en disant « Regardez, le proxy américain au Qatar, qui est totalement obéissant, se fait bombarder. Quel accord pouvons-nous conclure? Quel accord le Liban peut-il conclure qui protégerait le Liban? C'est impossible. Les Israéliens à l'avenir prendront plus de territoire, ils bombarderont le Liban et les Américains ne feront absolument rien.
Tout comme on le voit avec le cessez-le-feu et la façon dont les soi-disant garants occidentaux du cessez-le-feu permettent aux Israéliens de tuer des citoyens libanais chaque jour. Rien qu'hier, ils ont tué quelqu'un lors d'une frappe, et lors d'une autre, ils ont bombardé un immeuble, blessant des enfants, des femmes et des familles. Mais les soi-disant garants ne font rien. Ils sont indifférents. Et quand on regarde le Qatar, cela ne fait que confirmer le point de vue du Hezbollah. Cela rappelle également à la communauté internationale ce qui s'est passé avec l'Iran. Les Américains négociaient avec l'Iran, déplaçant sans cesse les objectifs, puis conspiraient discrètement avec le régime israélien pour mener une guerre contre l'Iran. Donc lorsque l'on met tout cela côte à côte, le Qatar, l'Iran, le Liban, Gaza, il faut se souvenir que l'accord de cessez-le-feu avait été mis en place à la veille de la présidence de Trump, alors qu'il s'apprêtait à entrer à la Maison-Blanche. Puis, quelques semaines plus tard, ils ont déchiré l'accord et relancé les hostilités. Cela porte préjudice aux États-Unis d'une manière qu'il est impossible de quantifier. Et dans le cas de l'Inde, comme vous l'avez justement souligné, l'Inde entretient une relation différente avec le régime israélien, mais elle l'a condamné lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, et elle a également voté contre lui à l'Assemblée générale. D'ailleurs, le nombre de votes aurait pu être encore plus élevé, mais des pays comme l'Iran n'ont pas voté. Ils ont quitté la salle parce que l'Iran n'accepte pas la solution à deux États. Donc, le nombre de pays qui soutiennent les Palestiniens, malgré l'immense pression et l'intimidation exercées par les États-Unis à l'Assemblée générale de l'ONU, est extraordinaire. Ceux qui ont voté contre sont ces minuscules îles du Pacifique qui sont vraiment insignifiantes. Ainsi, comme vous l'avez justement souligné, et comme nous en discussions plus tôt, cela fait partie d'un processus. Au cours des 2 dernières années, beaucoup de choses ont changé. Et nous savons que les États-Unis ne sont pas sérieux au sujet des soi-disant otages, même si, comme Charlie Kirk lui-même l'a souligné avant sa mort, tout le monde en Israël est un soldat. Il m'est donc vraiment difficile d'accepter l'idée qu'il s'agisse d'otages. Ce sont des soldats ou des réservistes de Tsahal. Les otages, ce sont les Palestiniens. Mais cela mis à part, cela montre que ni les États-Unis ni les Israéliens ne sont sérieux au sujet d'un cessez-le-feu, ni au sujet des soi-disant otages israéliens. Ce n'est pas seulement Netanyahou, ce sont les États-Unis et le régime israélien. Et Netanyahou est très représentatif en Israël. Il n'est pas différent des autres, il n'est pas unique. Le problème n'est pas Netanyahou. Et maintenant, il est clair que le problème n'est pas Israël. Le problème, c'est le sionisme, et les États-Unis posent tout autant de problèmes que le régime israélien. Navi Pillay, la présidente de la commission d'enquête indépendante des Nations Unies sur la Cisjordanie occupée, a accusé l'État israélien, et non seulement Netanyahou, contrairement au rapport de la CPI, de commettre un génocide. C'est un changement majeur que nous avons observé au cours des 2 dernières années, en partant des premiers récits évoquant, par exemple, la décapitation de bébés, et ainsi de suite. Professeur Marandi, pourriez-vous enfin évoquer les implications de tout cela sur la politique arabe elle-même? Comme vous l'avez dit, les États arabes condamneraient, la Turquie condamnerait, mais peut-être que leurs actions ne changeraient pas autant, et nous avons vu cela au cours des 2 dernières années. Cela dit, une différence que j'ai pu observer, précisément la rhétorique, la nature même de leurs déclarations. Au sommet d'hier, le sommet arabo-CCG et OCI, si vous lisez toutes les déclarations émanant de la Jordanie, de l'Égypte, du Qatar, de l'Arabie saoudite et de la Turquie, et que vous les comparez à celles de l'Iran, elles semblent indiscernables. Beaucoup, y compris des éditorialistes,
des éditorialistes d'Al Jazeera, et je sais que vous êtes critique envers Al Jazeera, mais il y a des personnes respectables là-bas. L'un d'eux est Marwan Bechara, qui couvre ce sujet depuis longtemps. Il affirme qu'il y a eu un reflet de l'état d'esprit dans la rue arabe concernant la Palestine. Ainsi, l'écart entre l'état d'esprit des administrations et celui du public en général n'existe pas seulement aux États-Unis. Nous l'observons aussi dans le monde arabe lui-même. Alors que certains États arabes reconsidèrent leur dépendance envers les États-Unis, selon vous, quel impact cela pourrait-il avoir sur l'ensemble de la région et sur sa relation avec l'Iran? Eh bien, ma critique d'Al Jazeera, bien sûr, comme je l'ai dit plus tôt, ne signifie pas que je pense que toutes les personnes travaillant pour les différents médias du Qatar ne sont pas de bonnes personnes. Il y a beaucoup de bonnes personnes. Mais bien sûr, Al Jazeera a beaucoup aidé le régime israélien à saper la Syrie. Cela faisait partie du projet israélien. Cela faisait partie du projet américain. Cela faisait partie du projet du Grand Israël. Nous voyons aujourd'hui que la raison pour laquelle ils peuvent bombarder Gaza aujourd'hui, c'est à cause de ce qui est arrivé à la Syrie. Et la raison pour laquelle ils ont survolé l'espace aérien saoudien, c'est à cause de ce qui est arrivé à la Syrie. Et Al Jazeera n'a pas soutenu la résistance. Ils étaient lorsque les Saoudiens ont mené la guerre génocidaire contre le Yémen, Al Jazeera l'a soutenu. Les Turcs aussi, et c'était entièrement le gouvernement turc. Cela n'a cessé que lorsque le blocus contre le Qatar a commencé, mené par les Saoudiens, les Émiratis et cette coalition à travers la région. Cela a donc causé d'énormes torts à la résistance et à la résistance palestinienne. Mais vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas seulement lors du sommet que nous venons de voir, mais aussi au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Algérie et le Pakistan, les représentants des deux pays, ont prononcé des discours très virulents contre le régime israélien, ce qui est nouveau. Ce genre de langage, je crois, n'avait jamais été utilisé auparavant par ces pays, et je pense que c'est très important. La Turquie continue de coopérer, tout comme les autres, comme je l'ai dit précédemment, mais cela montre, c'est symptomatique des changements en cours, comme vous l'avez souligné dans la rue. Ces gouvernements, afin de rester pertinents, afin d'être perçus comme légitimes d'une certaine manière, doivent, au moins dans une certaine mesure, modifier leur politique. Et cela est important. Ce n'est pas aussi important que cela le serait s'ils avaient simplement rompu les liens, ce qu'ils auraient dû faire. Ils auraient tous dû rompre les liens, liens politiques, liens économiques, liens militaires. Croyez-le ou non, certains d'entre eux entretiennent encore une coopération militaire avec le régime israélien. Mais je pense que de toute façon, même ces changements, lorsqu'on les combine avec ce que l'islamisme a apporté, comme nous l'avons dit plus tôt, et avec la tendance générale des 2 dernières années, ils contribuent à une isolation irréversible, selon moi, irréversible du régime israélien et de ses collaborateurs, de ses facilitateurs et de ses apologistes. Que ce soit à Washington, Paris, Londres, Berlin ou ailleurs, ils sont de plus en plus marginalisés. Et ce qui me semble intéressant, c'est que ce qu'ils font à Gaza délégitime leur argument en Ukraine. Cela délégitime leur guerre économique ou leur guerre tarifaire contre la Chine aux yeux de l'opinion publique mondiale, car les gens perçoivent l'Occident comme sinistre. Ainsi, lorsque l'Occident prend position contre le Brésil, comme nous venons de le voir avec le secrétaire d'État, personne n'a de sympathie pour lui car il est perçu comme un monstre génocidaire allié à Netanyahou. Donc, quelle que soit la position que les États-Unis adoptent contre le Brésil, la sympathie va automatiquement au Brésil. Quand il s'agit de la Chine, le monde sympathise avec la Chine. Et c'est quelque chose que j'ai constaté avec l'Iran. Les États-Unis ont réussi, grâce à la puissance de leurs médias et à ceux de leurs alliés dans la région, pays arabes et autres,
à diaboliser et marginaliser l'Iran. It has been able to demonize Iran, marginalize Iran, but today you see that across the region and beyond, despite Mais aujourd'hui, on constate que dans toute la région et au-delà, malgré des décennies d'hostilité à son égard, l'Iran devient de plus en plus populaire. Et les gens disent que l'Iran est le seul espoir. Ainsi, ce que font les États-Unis, ce que fait l'Occident, c'est détruire leurs propres capacités dans leur confrontation sur tous les différents fronts. Et sur le plan intérieur, cela intensifie la menace d'instabilité. Car, indépendamment de ce qui est arrivé à Charlie Kirk et de qui l'a tué, les tensions qui s'accumulent aux États-Unis sont étroitement liées au sionisme et au rôle que joue le sionisme dans le pays. J'ai personnellement remarqué qu'en Inde, le vote de l'Inde, lors de la récente résolution en faveur de la reconnaissance de l'État palestinien, n'est pas très surprenant sur le long terme, étant donné que l'Inde vote en faveur de la Palestine depuis très longtemps, jusqu'à très récemment, lorsqu'elle a commencé à s'abstenir sous l'influence des États-Unis et d'Israël. Mais récemment, elle n'a pas seulement inversé cette tendance, compte tenu de ce qui s'est passé, de ce que les États-Unis ont fait à l'Inde et du rapprochement de l'Inde avec le camp des BRICS. Mais il faut noter que le Premier ministre indien, Narendra Modi, a immédiatement publié un tweet très ferme condamnant les bombardements israéliens à Gaza. Et je pense que cela diffère même de la résolution de l'ONU, car l'Inde, depuis un certain temps du moins, s'est abstenue tactiquement de condamner directement Israël. Donc d'un côté, elle vote en faveur de la résolution de l'ONU pour la reconnaissance de l'État palestinien. De l'autre, elle ne condamnerait pas Israël, compte tenu de sa dépendance envers ce pays. Pas très importante en termes de volume, mais une dépendance stratégique pour certains équipements militaires. Mais cette fois-ci, l'Inde a publié un tweet fort, une condamnation catégorique de la violation de la souveraineté du Qatar. Et je pense que nous verrons de plus en plus de changements mondiaux de ce type à mesure que les États-Unis échouent à résoudre leurs propres contradictions. Oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, les gens du monde entier constatent que l'ensemble de l'Asie de l'Ouest, qui se trouve majoritairement dans le camp américain à l'exception du Yémen, de l'Iran et des organisations de résistance, est menacée. La sécurité énergétique future du monde est en péril, et même les alliés américains ne sont plus en sécurité. C'est une menace pour l'Inde. Ainsi, le régime israélien est perçu dans le monde entier comme incontrôlable, alors que les responsables américains qui se rendent en Palestine semblent totalement indifférents et parfaitement satisfaits de la situation. Cela accentue leur isolement. Et bien sûr, ce que fait actuellement le gouvernement indien renforce sa propre position dans l'ensemble du Sud global. Nous allons nous arrêter là, professeur Marandi. Comme toujours, cette conversation a été très utile. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup de m'avoir invité. Prenez soin de vous. Au revoir. Vous aussi. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'à présent et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.